À Paris, un matin d'hiver glacial, Élodie Dubois, une jeune femme de ménage, répondit à un appel en français devant un homme très riche. Le lendemain, elle fut renvoyée. Dehors, le froid mordait les rues de Montmartre. La fenêtre de sa petite chambre était couverte de givre, et Élodie, blottie sur son vieux matelas usé, frissonnait. Le radiateur sifflait, mais chauffait à peine. Dans sa main, elle tenait un petit enregistreur argenté, abîmé par le temps, avec des boutons collants. Elle appuya sur « Play ». La voix de sa mère, douce mais ferme, emplit la pièce. « Étudie, ma fille. Étudie pour échapper à la vie qu'ils veulent pour toi. » Ce message, le dernier de sa mère, était usé mais clair, comme un phare dans la nuit. Élodie ferma les yeux. Ces mots étaient son rituel, sa force, son armure contre le monde. Elle posa l'enregistreur sur la table de nuit, se leva et s'habilla pour aller travailler. L'horloge affichait 4h58. Une nouvelle journée. À 5h30, elle passa par la porte de service de l'Hôtel Lumière, un immense palace près de la Tour Eiffel, scintillant à l'extérieur, mais froid et silencieux dans les couloirs des employés. Son badge, accroché à son uniforme gris, indiquait « Élodie Dubois, ménage ». Elle marchait vite, tête baissée, par habitude. Les gens ne la regardaient jamais dans les yeux. Ça lui convenait. Ça lui donnait du temps pour écouter, observer. Elle commença son service au 11e étage dans les suites de luxe réservées aux clients riches. Les chambres sentaient le parfum coûteux et l'argent. Élodie nettoyait rapidement, frottant les comptoirs en marbre, dépoussiérant les lustres en cristal, lissant les draps importés. Elle était invisible, et ça avait un prix. Certains jours, elle oubliait le son de sa propre voix. Mais elle avait un secret, une rébellion contre l'oubli, le français. Pas celui du quotidien, mais un français beau, fluide, mélodieux. Après chaque service, au lieu de rentrer chez elle, elle prenait le métro jusqu'à la bibliothèque du Marais. Là, avec des écouteurs, un cahier et un vieux livre de grammaire, elle étudiait jusqu'à la fermeture. C'était son refuge, l'endroit où elle se sentait libre. Ce jour-là, à midi, Élodie réchauffa un repas simple du riz et des haricots dans la petite salle de pause près de l'ascenseur de service. La pièce était vide. Assise près de la fenêtre, un Tupperware dans une main, son téléphone dans l'autre, elle reçut une notification. « Amélie Janssens, tu as réussi. Niveau C1. » Son cœur s'arrêta. Elle appela immédiatement. « Amélie, » dit-elle, la voix tremblante. Une voix joyeuse répondit. « Oui, Élodie, tu as réussi. Tu es certifiée C1 en français. » Élodie mit sa main sur sa bouche, riant et pleurant à la fois. Passant en français fluide, elle dit « C'est pas possible, tu es sérieuse. » Amélie rit. « Bien sûr, tu l'as mérité après tout ton travail. » Élodie continua, émue. « Amélie, tu peux pas imaginer ce que ça représente. Toutes ces nuits à la bibliothèque, ces matins sans dormir. J'arrive pas à y croire. » Elle était si absorbée qu'elle n'entendit pas la porte grincer. Elle ne vit pas l'homme qui s'arrêta sur le seuil, immobile, comme s'il avait découvert un trésor inattendu. Arnaud Willems, grand, en costume sombre sans cravate, cheveux légèrement en désordre, n'était pas le genre d'homme qu'on interrompait. Pourtant, il resta figé, captivé par le français parfait d'une jeune femme en uniforme gris de ménage. Élodie continuait, sans le voir, « J'ai promis à ma mère. Je lui ai dit que je parlerais comme une diplomate, que je sortirais de cette vie. Aujourd'hui, c'est réel. » Amélie répondit, fière, « Et tu feras encore plus. » Arnaud toussa doucement. Élodie sursauta, son téléphone tomba sur ses genoux. Elle se retourna, le visage pâle. Je suis désolée, bégaya-t-elle. J'étais en pause. Arnaud leva une main calmement. « Pas besoin de vous excuser, » dit-il, la voix posée. « J'ai entendu votre français. Il est parfait. » Élodie déglutit, son cœur battait fort. « J'ai appris seule, à la bibliothèque. » Il la regarda avec une intensité discrète. « On dirait une native. Comment vous appelez-vous » ? « Élodie Dubois. »« Merci, Élodie, » dit-il après un silence. « Bon appétit. » Il partit aussi discrètement qu'il était arrivé. Élodie resta immobile, la pièce semblait trop petite, son cœur trop bruyant. Elle repensa à chaque mot. Avait-elle dit quelque chose de mal ? Était-il sérieux ? Tout l'après-midi, en nettoyant, son esprit revenait à cet instant. Elle avait passé des années à perfectionner son français, en secret, dans l'ombre. Et maintenant, quelqu'un l'avait entendu, quelqu'un qui pouvait tout changer. Le lendemain matin, il faisait encore plus froid. Une brume légère flottait sur les pavés parisiens. Élodie marcha jusqu'à l'hôtel, le cœur lourd. Avait-elle fait une erreur en parlant si fort ? À 6h30, elle pointa comme d'habitude,
mais quelque chose clochait. Son chef, Monsieur Dubois, lui tendit son planning sans la regarder. Quelques minutes plus tard, il revint, le visage fermé. « Les ressources humaines veulent vous voir, dit-il. » Élodie sentit son ventre se nouer. « Maintenant ?» Il hocha la tête. Le trajet jusqu'au bureau des ressources humaines sembla durer une éternité. Ses mains étaient moites. Elle frappa doucement à la porte en verre où était écrit « Sophie Martens, directrice des ressources humaines. » « Entrez », répondit une voix. Sophie, assise bien droite, avait un air sérieux. « Élodie, asseyez-vous, dit-elle. Élodie obéit, le cœur battant. « Vous êtes réaffectée », annonça Sophie simplement. Élodie cligna des yeux. « Réaffectée ? Vous ne travaillez plus au ménage. C'est effectif immédiatement. » Élodie paniqua. « Est-ce que je suis renvoyée ?» Sophie sourit légèrement. « Non, au contraire. » Elle tendit une enveloppe à Élodie. À l'intérieur, une lettre, poste, assistante aux relations internationales. Salaire, 67 500 € par an. Effectif immédiatement. Élodie fixa la lettre, sans voix. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. Sophie expliqua, « Monsieur Willems l'a demandé lui-même. Il pense que vos talents sont gâchés au ménage. Il veut vous rencontrer cet après-midi. » Élodie hocha la tête, sonnée. Elle quitta le bureau, la lettre à la main, et retourna dans la salle des employés. Tout semblait différent. Elle rangea ses affaires en silence, pensant aux nuits d'études, à la voix de sa mère, à son invisibilité. Ses mains tremblaient, mais elle ne pleura pas. Dans le couloir, un homme en uniforme l'appela. « Mademoiselle Dubois ? Monsieur Willems veut vous voir maintenant. » Élodie suivit l'homme à travers des couloirs élégants, avec des lumières douces, des panneaux en bois et des portes en verre. À la fin, une porte. Arnaud Willems, directeur général. L'assistant ouvrit. Élodie entra. Arnaud était près de la fenêtre, regardant la scène scintiller sous le ciel gris. Il se retourna lentement. « Fermez la porte, s'il vous plaît. » Elle obéit. Un silence plana. Puis, en français parfait, il demanda « Vous parlez vraiment couramment ?» Élodie hésita, puis répondit doucement « J'espère. » Il hocha la tête. « C'est plus que de la fluidité. C'est de l'émotion. Je l'ai entendu. » Élodie baissa les yeux. « J'étudie depuis mes 16 ans, seule, à la bibliothèque. J'ai créé un nouveau poste, dit-il. Vous aiderez les clients internationaux, vous gérerez les langues et vous créerez une expérience unique pour nos hôtels. » Élodie fronça les sourcils. « Mais je n'ai jamais fait ça. Je n'ai pas de diplôme en hôtellerie. » Arnaud sourit légèrement. « Je ne vous embauche pas pour votre diplôme. Je vous embauche pour votre voix, votre instinct, votre empathie. » Élodie resta silencieuse, bouleversée. « Le salaire est 3 fois plus que maintenant, » ajouta-t-il. Élodie ouvrit la bouche, puis la referma. 1000 questions tournaient dans sa tête, mais une chose était claire, quelqu'un la voyait enfin pour qui elle était. « D'accord, » murmura-t-elle. Arnaud tendit la main. « Bienvenue de l'autre côté. » En serrant sa main, il ajouta doucement. « J'ai nettoyé des chambres moi aussi, il y a longtemps. Je crois en ce que personne ne voit. » Le lendemain, Élodie se regarda dans le miroir de la salle des employés. Fini l'uniforme gris de ménage. Elle portait une robe bleu marine et une veste élégante. Son badge disait « Élodie Dubois, Relations internationales ». Avec des boucles d'oreilles simples et ses cheveux relevés en chignon, elle semblait être une autre personne, une personne qui avait sa place. Dans l'ascenseur, montant au 12e étage, elle respira profondément. Les portes s'ouvrirent sur un couloir moelleux, parfumé au jasmin. Des collègues chuchotèrent en la voyant. « C'est elle, non ? Elle nettoyait les chambres avant. Comment elle a eu ce poste ?» Élodie continua de marcher, fière. Elle l'avait mérité. Son nouveau travail était intense. Réunions, appels avec des ambassades, briefing tard le soir. Elle travaillait souvent avec Arnaud, surtout pour les clients internationaux. C'est là que Clara Peters, la vice-présidente des opérations mondiales, la remarqua. Clara était intelligente, stratégique, et semblait tout contrôler. Depuis des années, elle était proche d'Arnaud, mais maintenant, elle observait Élodie comme une rivale entrée dans son territoire. « Vous êtes la nouvelle traductrice ?» demanda Clara un matin, avec un sourire crispé. « Oui, relations internationales et coordination des langues », répondit Élodie calmement. « J'espère que vos compétences vont au-delà du français. Monsieur Willem s'attend beaucoup. »« Je parle 4 langues et j'apprends une 5e, » dit Élodie, sans se laisser intimider. Clara ne répondit pas, mais son regard se durcit. Malgré cette tension, Élodie s'épanouissait.
Elle comprenait les différences culturelles, gérait les situations tendues avec douceur. Les clients lui faisaient confiance. Arnaud l'écoutait en réunion, souriait plus souvent, l'écoutait avec attention. Quelque chose grandissait entre eux, mais il restait professionnel, prudent. Puis vinrent les investisseurs de Genève. Ils discutaient d'un projet, un hôtel de luxe dans les Alpes suisses. Les négociations étaient difficiles, les tensions palpables. Clara dirigeait la réunion, Arnaud à ses côtés. Élodie se tenait en arrière, prête à traduire. Monsieur Lefebvre, le chef suisse, fit un commentaire en français, métaphorique et subtil. Le traducteur murmura à Clara, « Il critique le projet, il dit que c'est dépassé. » Élodie intervint doucement, « Si je peux me permettre, il a dit, la structure est solide, elle a juste besoin d'une nouvelle peau pour respirer. » Ce n'est pas une critique, c'est un compliment poétique. Monsieur Lefebvre la regarda et sourit. Parfaitement interprété. La réunion devint plus légère, les rires remplacèrent les tensions. À la fin, le projet était relancé. Clara resta assise, observant Élodie comme une joueuse d'échecs recalculant son prochain coup. Plus tard, dans un couloir calme, Arnaud dit à Élodie, « Tu as sauvé cette réunion. » Élodie haussa les épaules. « J'ai juste écouté attentivement. » « Non, dit-il, tu écoutes différemment. C'est ça, la différence. » Elle le regarda. « C'est pour ça que tu m'as choisi. » Il s'arrêta. « Je t'ai choisi parce que tu parles avec ton cœur. C'est rare. » Élodie ne répondit pas, mais au fond d'elle, une voix murmura, « Tu n'es plus invisible. » Un soir, Élodie et Arnaud visitèrent un chantier à Belleville, dans l'est de Paris. La poussière flottait dans l'air, l'odeur du ciment et de l'acier emplissait l'atmosphère. Arnaud, en chemise retroussée, discutait avec un architecte, une liasse de plans sous le bras. Quand il vit Élodie, son visage s'adoucit. « Merci d'être venu, dit-il. Je croyais que c'était un travail pour les ingénieurs, plaisanta-t-elle. Il sourit. « J'ai confiance en toi. Tu vois ce que les autres ratent. » Ils marchèrent ensemble à travers le futur hôtel, un lieu plus simple, plus chaleureux, conçu pour être accueillant. Élodie proposa des pancartes en plusieurs langues pour guider les clients étrangers. Arnaud écoutait, impressionné par son sens pratique et son empathie. Alors qu'il passait près d'un échafaudage, un craquement aigu déchira l'air. Une poutre en bois se fendit, et des briques mal fixées basculèrent d'une plateforme élevée, juste au-dessus d'Arnaud. Élodie réagit en une fraction de seconde. « Arnaud !» cria-t-elle. Sans réfléchir, elle se jeta sur lui, le poussant de toutes ses forces. Ils tombèrent ensemble sur le sol. Une seconde plus tard, les briques s'écrasèrent dans un bruit sourd, soulevant un nuage de poussière. Élodie ne bougeait plus. Du sang coulait de sa tête, tachant son chemisier blanc. Arnaud, paniqué, rampa vers elle. « Élodie !»« Non, Élodie !» Il pressa ses mains sur la blessure, criant, « Appelez une ambulance, vite !» Les ouvriers accoururent, le contremaître appela les secours. Arnaud ne lâchait pas Élodie, murmurant, « Elle m'a sauvé. Elle m'a poussé. » Les sirènes hurlaient au loin, mais tout ce qu'il entendait, c'était son propre cœur et la respiration faible d'Élodie. À l'hôpital, dans une salle d'attente froide et stérile, Arnaud était assis, prostré, son costume taché de sang. Une infirmière lui dit, « Elle est dans le coma. Il y a un édème au cerveau. On en saura plus dans 24 à 48 heures. » Le temps n'existait plus pour lui. Son téléphone vibrait, appels de directeurs, d'avocats, d'investisseurs. Il les ignora tous. Clara Peters arriva, ses talons claquant sur le carrelage. Elle regarda les taches de sang sur Arnaud, son visage hanté. « J'ai entendu, » dit-elle, la voix basse. « Comment va-t-elle ? » « Elle n'est pas morte, » répondit-il froidement, sans la regarder. Clara hésita. « Comment c'est arrivé ?» Il la fixa, glacial. « On le saura. » Clara tenta de rester neutre. « Je suis contente que tu ailles bien. » « Ne fais pas semblant de t'inquiéter, » lâcha-t-il. Clara tressaillit légèrement. « Ce n'est pas juste. » « Ce qui n'est pas juste, c'est qu'une femme qui voulait juste aider est dans ce lit à cause de quelqu'un. » Clara se tut. Arnaud se leva. « Si quelqu'un est responsable, je le découvrirai. » Dans la chambre d'hôpital, Élodie était immobile, entourée de machines. Arnaud s'assit près d'elle, prenant sa main. « Tu m'as sauvée, » murmura-t-il. « Je deviendrai fou si je te perds. » Sa voix se brisa. « Ce n'était pas censé arriver. Je n'ai pas eu le temps de te dire. » Il s'arrêta, pressant sa main contre son front. « Reviens, s'il te plaît. » Chaque soir, il venait, parlant doucement pour ne pas troubler le silence fragile. Une nuit, il murmura, «
J'ai eu si peur quand tu es tombé. En une seconde, tu étais par terre, et il y avait tant de sang. Il s'arrêta, caressant ses doigts. J'ai vu des gens partir, mais je n'ai jamais pleuré. Pas avant de voir ton sang sur mes mains. Alors, une larme coula du coin de l'œil fermé d'Élodie. Arnaud se figea. Docteur, cria-t-il. Une infirmière et un médecin accoururent, vérifièrent ses signes vitaux. Elle est toujours dans le coma, expliqua le médecin, mais c'est un bon signe. Son cerveau réagit. Pendant ce temps, Arnaud agit. Il engagea un détective privé, discret et fiable. En une semaine, la vérité éclata. Clara avait ignoré des inspections pour accélérer le chantier, pressée par les investisseurs. C'était au mieux de la négligence, au pire une intention. Il y avait des emails, des rapports falsifiés, un témoin qui avait été forcé au silence. Arnaud garda tout, attendant le bon moment.